Bonjour Poker Actu. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Poker Actu le Mag. Au menu ce mois-ci, une émission plus détente que d'habitude, puisque nous sommes dans une station de sport d'hiver pour le Snowfest, un tournoi unique en son genre qui nous a permis de rencontrer des joueurs comme Daniel Negreanu, Thomas Bichot ou encore John Duty. Puis je vous promets aussi quelques petites surprises assez sympas. Mais tout de suite, c'est l'heure des indiscrétions de Poker Actu. Allez, c'est parti. Comme tout le monde, vous cherchez probablement un moyen sûr de vous faire de l'argent au casino. Eh bien, nous l'avons trouvé. Regardez bien, ça va aller très vite. Et oui, il y a eu un braquage lors de l'EPT Berlin, on s'en souvient. Le problème étant surtout que ça a lancé une mode. Quelques semaines plus tard, un autre braquage frappe un casino de Bâle. Et dernièrement, c'est près de Lyon que des hommes armés ont fait irruption dans la salle de jeu. Alors si vous en avez marre de vous contenter du vol de blindes, passez directement au vol de la caisse. Et ça peut rapporter gros. Jusqu'à 5 ans ferme. Dans un cadre plus légal, l'ami Guillaume Darcourt s'est emparé de la caisse du WPT de Bucarest. L'un des joueurs les plus sympathiques du circuit ajoute ainsi une jolie ligne à son palmarès. Non loin de là, c'est Anton Peterving qui a remporté l'Open de Budapest. Il empoche au passage 172 500 €. Bravo pour la perf. Et du côté des paris débiles, on pouvait compter sur Antonio Esfandiari pour répondre présent. Son dernier défi en date, c'est d'avoir accepté de se faire tirer dessus à bout portant dans une chambre d'hôtel de Las Vegas. Oui, il avait revêtu un gilet pare-balles, on s'en doute, mais il a quand même dû encaisser une balle de 22 longs rifles. Il s'offre au passage un joli coup de pub. Woo! Victory Poker, that was for you. Bonjour John, comment ça va? Good. Vous êtes le fondateur de l'EPT, est-ce que vous pouvez revenir sur la création de cette série de tournois? L'EPT a été créé il y a 5 ans et le WPT venait seulement de démarrer aux États-Unis. Et je me suis dit qu'une telle série de tournois pourrait avoir du succès en Europe. Donc j'ai parcouru les casinos afin de négocier les contrats. Quelles ont été les principales difficultés que vous avez été obligé de surmonter? Le vrai problème, c'est qu'à cette époque, le poker n'était pas populaire en Europe. C'était un jeu marginal. Donc les casinos à qui je me suis adressé n'ont pas compris le potentiel qu'ils pouvaient en tirer. Il a fallu être très persuasif et leur donner de gros avantages afin de leur prouver que cela pouvait fonctionner. Comment avez-vous déterminé quelle ville allait participer à l'EPT? Il y avait déjà 4 ou 5 tournois qui existaient, mais ils étaient chacun dans leur coin. Il n'y avait pas de poker tour. Donc je me suis servi de ces quelques tournois pour constituer ma base pour trouver d'autres casinos qui pourraient être intéressés. Dès lors, pendant cette première année, j'ai énormément voyagé afin de trouver les casinos qui seraient d'accord pour participer à un tel tournoi. À cette époque, tout le monde parlait des World Series et du WPT. Comment avez-vous fait pour rivaliser avec ces séries de tournois-là? Le poker venait de décoller aux États-Unis. Et il semblait évident que cela allait venir en Europe. C'était juste une question de temps. Pour moi, c'était le moment rêvé. Le WPT venait d'être créé 1 an auparavant. Et les Européens devaient aller aux États-Unis pour jouer les gros tournois. Donc, si nous créions une série de tournois beaucoup plus accessibles pour les Européens, le succès était alors évident. Franchement, est-ce que vous imaginiez un jour que ça pourrait devenir aussi énorme? Non, franchement non. À San Remo, nous avons eu plus de 1200 joueurs
Et à Monte-Carlo, nous allons probablement tourner autour des 1000 joueurs malgré un buy-in de 10 000 €. Je ne pouvais pas imaginer un tel succès car c'est un nombre vraiment impressionnant de joueurs et beaucoup d'argent. Cela a dépassé mes espérances. Mais c'est génial. Maintenant, on va parler du Snowfest. Qu'est-ce qui vous a motivé dans la création d'un événement ici ? C'est un endroit génial. Il y a un climat incroyable. Le domaine skiable est excellent. L'hôtel est probablement le meilleur de toutes les stations de ski que je connaisse. La nourriture et le confort sont excellents également, donc les joueurs sont très satisfaits. Ils adorent pouvoir skier le matin et jouer au poker l'après-midi. Est-ce que c'est important pour vous de pouvoir créer de nouvelles destinations comme ça ? Je suis toujours en train de me demander ce que je peux faire pour améliorer ces tournois et trouver de nouveaux endroits. On ne peut pas faire n'importe quoi, mais il y a certains sports qui se marient très bien avec le poker. Le golf, par exemple, beaucoup de joueurs de poker pratiquent le golf. Ce ne serait pas une erreur d'organiser un tournoi de poker sur un parcours de golf. Peut-être au Portugal. Je pense que cela plairait beaucoup. Tout le monde a parlé du braquage à Berlin, ça a même été sur CNN. Quelles ont été les conséquences pour vous ? La conséquence, c'est un niveau de sécurité accru. Nous avons embauché un spécialiste de la sécurité juste après Berlin. Les joueurs ne le remarqueront pas en coulisses, il y aura davantage de sécurité. Il y aura peut-être davantage de contrôle. L'accès à la salle de tournoi sera probablement plus réglementé. Il y aura aussi peut-être des détecteurs de métaux. La sécurité sera plus évidente. Je vous remercie. C'était effectivement, comme beaucoup de personnes, de devenir footballeur professionnel. Donc ça a vraiment été le fil conducteur de toute mon adolescence, jusqu'à l'âge à peu près de 18-19 ans. À l'âge de 19 ans, en fin de compte, donc j'ai vu que le foot, ça allait pas déboucher sur quelque chose de concret. Donc au final, je me suis mis dans le billard américain, de l'âge de 19 ans jusqu'à, même encore maintenant, où je joue encore actuellement. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant une dizaine d'années, puis après, à l'âge de 30 ans, j'ai découvert le poker par hasard, le Texas Hold'em par hasard. Et donc depuis, l'aventure poker a commencé depuis à peu près 5 ans. Après, je me suis pris au jeu, et j'aime beaucoup les jeux de stratégie, de réflexion, puisque je joue aussi beaucoup aux échecs à côté. Donc j'aime bien, en fin de compte, me prendre la tête. Voilà. Je cherche pas spécialement à être le meilleur dans ce que je fais, mais je cherche à faire du mieux que je peux et surtout à aller au maximum de mon potentiel. C'est ça qui m'intéresse. Donc dès que j'atteins le maximum d'un potentiel dans un domaine, je change pour essayer d'en découvrir un autre. On aime beaucoup un domaine quand on le maîtrise plus ou moins. Donc c'est vrai que c'est assez plaisant qu'on... Moi, je sais que je joue beaucoup sur Internet, donc c'est vrai que c'est la liberté, je peux jouer quand je veux, et je crois que c'est surtout pour ça que j'aime le poker, parce que j'ai pas de patron, j'ai aucune obligation, donc au final, je joue vraiment comme j'ai envie de jouer, et ça, j'aime beaucoup. Si je trouve un nouveau challenge, si on me propose un nouveau challenge qui peut effectivement m'exciter, pourquoi pas ? Je suis pas un gambleur, déjà. Donc dans le sens que moi je vais pas aller m'enflammer à certaines tables, je suis très sérieux. Je pense justement que je suis un bon exemple de sérieux pour un professionnel, parce que moi j'ai pas d'ego, je m'enflamme pas, je vis à mon rythme, je cherche pas à gagner des milliards, je cherche juste à vivre du poker et à faire vivre les miens du poker. Donc je pense que si tout le monde appliquait un petit peu ma philosophie, je dis pas qu'il y aurait beaucoup de très très gros gagnants, mais par contre il y aurait très peu de gros perdants. Donc je pense que je suis autant un exemple que d'autres, ouais. Ou aussi peu, ça dépend dans quel sens on prend. Je voulais montrer un petit peu les facettes du métier de joueur de poker, mais surtout de mon métier à moi, parce que je pense que chaque joueur de poker professionnel, finalement, c'est un métier différent entre chaque joueur. Donc moi, là, j'ai montré un petit peu ma propre philosophie de joueur de poker. Voilà, et je voulais vraiment que ce soit écrit. Moi, les ventes, je m'en moque. Entre guillemets, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est que les gens soient contents. Alors, au début, quand on me contactait,
c'était très flatteur. Voilà, mon premier interview, j'étais super excité, le deuxième aussi. Maintenant, je banalise pas, je suis toujours très content et puis surtout, je m'entends très bien avec la majorité des journalistes. Voilà, donc c'est vrai que les gens sont très sympas, les 3/4 des journalistes qui m'interrogent, c'est des gens passionnés. Donc c'est vrai que du coup, c'est un échange. Donc pour ça, c'est non, moi je joue pas ma star. Bon, déjà, j'en suis pas une. Donc moi, je suis à l'heure actuelle, ça me dérange pas du tout de faire des interviews. Tant que c'est des gens, surtout la presse spécialisée poker. Voilà, ça me dérange pas. Après, quand c'est la presse générale, que ce soit télévision, que ce soit journal, quotidien et ainsi de suite, là, ça peut des fois un peu plus me gêner parce que c'est pas toujours des gens qui s'y connaissent dans le poker et après, des fois, mes propos peuvent être très mal interprétés. Pour certaines personnes, je passe pour un des mecs les moins souriants. Et c'est un peu ça qui me gêne, c'est tout le décalage en fin de compte, parce qu'en dehors en dehors d'une table, je pense être quelqu'un justement de souriant, d'ouvert, voire même de temps en temps un petit peu drôle. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Et c'est vrai que, mais quand je joue à une table, effectivement, moi je suis conditionné, je suis un ancien joueur de billard de haut niveau, et j'ai toujours appris effectivement à canaliser toutes mes émotions. Et voilà, donc je préfère être très performant au niveau des cartes qu'être très performant sur le plan télévisuel ou télégénique ou quoi que ce soit. Nous sommes maintenant auprès de Thomas Bichon pour une interview en altitude. Salut Thomas, ça va? Ça va Alexis? Tu as donc remporté l'opération Job de Star. Concrètement, comment ça change ta vie? Ça change ma vie dans le sens où j'ai été énormément sollicité depuis 2 mois. On peut parler aussi de quelques obligations. Ça fait partie de mon job, j'ai envie de dire. Donc un peu moins de temps pour moi, moins de latitude à jouer en cash game. Et on peut vraiment dire que je suis un professionnel et que je me dois d'être sur le circuit pratiquement 1 semaine sur 2 maintenant. Le fait de jouer avec l'argent du site, c'est évidemment un gros changement puisqu'avant tu jouais avec ton argent. Est-ce que tu as un détachement maintenant vis-à-vis de l'argent? Pas vraiment, pour être franc. Moi, j'ai la chance d'avoir un certain détachement par rapport à l'argent. Donc, c'est vrai que j'avais vraiment pas du tout de pression quand je jouais avec mon argent propre. Maintenant, je joue avec l'argent d'un site bien connu. Non, je pense que j'arrive à me libérer de ça et que ça n'a pas vraiment d'influence. Et est-ce que ça te met une pression supplémentaire maintenant? J'ai formalisé le contrat il y a environ 2 mois. Et pour l'instant, les 3-4 tournois que j'ai faits ne se sont pas soldés par des places payées ou par des perfs notoires. Donc, de la pression, je ne sais pas si ça peut être de la pression, mais vous savez, quand vous êtes dans une mauvaise période en tournoi et que vous êtes plutôt malchanceux, vous pouvez être après amené à vous poser des questions sur votre jeu. Et vous pouvez subir aussi quelques critiques. Donc, c'est toujours bon pour la confiance, quoi qu'il arrive, de perfer. Donc, je ne pense pas que ça puisse altérer mon jeu, pour être honnête. Mais bon, j'ai quand même hâte de faire une place payée. Et de manière générale, comment tu gères ces périodes noires? Il faut essayer de relativiser le facteur malchance qu'on pourrait avoir. C'est pas du tout constructif de dire qu'on est malchanceux. Donc il faut vraiment continuer à progresser, à essayer de trouver chaque spot qu'on a joué en tournoi et essayer de comprendre pourquoi on a perdu des jetons sur tel et tel coup. Continuer à progresser tout le temps, à continuer à améliorer son jeu d'une façon ou d'une autre pour que la confiance revienne. Tout à l'heure, tu m'as dit « je suis maudit à l'EPT ». C'était évidemment une blague, mais est-ce que tu as une part de superstition? Pour être franc, je ne suis pas du tout un garçon superstitieux, mais avec l'âge, quelque chose de bizarre, c'est que parfois je suis un peu en proie à le devenir. Et c'est vrai que sur les EPT, j'ai dû faire une dizaine d'EPT dans ma jeune carrière, parce que j'étais pas trop tournoi avant. Et bon, il y en a peut-être 2 ou 3 où j'ai pas réussi à monter de jetons, où j'ai juste fait ce qu'on appelle un blow-up, où voilà, j'étais un peu insipide dans le D1. Mais sinon, il y en a eu une majorité, environ 60-70%, où j'ai eu des gros accidents. J'ai toujours des situations un peu rocambolesques. Le fait de faire partie d'une team, est-ce que c'est vraiment quelque chose de concret? Parce que bon, le poker, c'est quand même une activité individuelle. Donc est-ce que c'est pas un petit peu de la poudre aux yeux d'une certaine façon? Moi, dans la team dans laquelle je fais partie, on n'est que 4 ou 5. Et chacun a un mode de préparation complètement différent. Donc Vanessa Rousseau, je n'ai pas eu encore l'honneur de la rencontrer, mais on sait que c'est une personne qui est très prise. Elle qui est un préparateur physique et fait énormément de tournois, il court dans le monde entier, donc c'est pas évident de le voir, encore que je l'ai vu, j'ai réussi à le voir hier matin. C'est un garçon que j'apprécie beaucoup. Et Arnaud qui a aussi un système de préparation bien à lui.
Donc pour l'instant c'est tout frais, parce que je fais partie de l'équipe depuis 1 mois et demi. Il y a un esprit team dans le sens où il y a toujours un petit mot, mais il faut attendre quand même d'aller assez loin pour recevoir les encouragements de notre collègue, parce que ce sont des joueurs qui ont déjà perfait. Et ça ne sert à rien de s'extasier devant un gros stack à la fin d'un D1 ou quelque chose comme ça. Maintenant, c'est sûr que c'est l'un de nous qui est en finale. Mais je pense que les 2 autres seront là pour encourager. Oui, mais ces affinités-là, c'est plus un facteur humain plutôt que d'avoir un patch. C'est un peu les deux. À partir du moment où vous êtes rassemblés par le port d'un patch, forcément, ça crée des amitiés, ça crée quelque chose au sein de l'équipe, et il y a le rapport humain qui finit par jouer. Moi, avant, quand je voyais Arnaud et Elki, on se serrait juste la main de façon très polie, parce que je ne les connais pas personnellement. Maintenant que je suis dans la team, même si on ne se passe pas de coups de fil encore, on a toujours des petites discussions de 5-10 minutes quand on se voit au gré des tournois, et cette relation va forcément prendre un peu plus de poids, de coffre dans l'avenir. Merci beaucoup Thomas. De rien. On se retrouve juste après un coup de légende. Oh, As-Roi dépareillé. Pour Tureniec. Ce sera 44 000 pour suivre. Dame 10 de trèfle pour David Benjamin en fin de parole. Est-ce que c'est vraiment le moment de jouer ces mains-là? Et c'est payé. Allez, le big blind. Il défend. Ça me paraît plus logique. Oh, un joli flop pour David Benjamin. Oui, tirage couleur avec 2 overcards. Il joue pas mal de cartes. Il check. Le continuation bet apparemment pour Tureniec. Alors il y a 108 000. 51 000, c'est vraiment le cas d'école. Ouais, la moitié du pot. Check raise à mon avis. Check raise all-in pour Benjamin. Donc, tout va dépendre du montant de son tapis. Mais il effectivement, n'a pas le choix. apparemment, il n'a pas grand-chose. Donc, c'est un bon flop pour lui. Il a encore une fold equity. C'est-à-dire que c'est une relance qui est suffisamment importante pour faire peur à Tureniec, qui pourrait ne pas payer. Voilà, tapis. Ah oui, il a 260 000, David Benjamin. C'est quand même pas mal, c'est une belle relance. Et du coup, décision très très difficile pour Tureniec qui n'a rien. Il a 200 000 à rajouter. Il a hauteur à As. Alors il est probablement conscient qu'il a la meilleure main, parce qu'avec une paire supérieure au 9, Benjamin aurait certainement surrelancé préflop. A priori, avec une paire inférieure au 9, il n'aurait pas joué du tout comme ça, donc il doit le mettre sur un tirage couleur. Tirage couleur avec un flop hauteur 9, a priori, un tirage couleur avec 2 overcards. Absolument. Donc ça fait pas mal de cartes pour Benjamin, et Tureniec, dans ce cas, il doit calculer qu'il est à peu près dans une situation de coin flip. Est-ce qu'il veut jouer un gros coup ? Voilà, il a 328 000 de tapis, Tureniec. Est-ce qu'il a envie de jouer la gagne en prenant des risques, en jouant les 50-50 pour essayer de s'offrir une place plus confortable pour participer à la table finale, ou est-ce qu'il préfère jouer les places et se faire oublier pour essayer de prendre un petit peu plus d'argent? Ça, c'est les stratégies propres à chaque joueur. Enfin, c'est pas un call facile. C'est pas un call facile du tout, il a rien du tout. Hauteur As. Ouais, d'où sa réflexion. Il doit vraiment essayer d'évaluer le range de main de David Benjamin. C'est payé. Bon, il va falloir que David Benjamin touche une dame, un 10, un trèfle. Ah, il a l'air un peu surpris, David Benjamin. Ah oui, très très surpris du call de Tureniec. Il va falloir qu'il ait un petit peu de chance. C'est l'un de nos 2 Français restants et on n'a vraiment pas envie de le perdre, David Benjamin. Oui, il joue pas mal de cartes, mais pas celle-là. La brique à la turn, le 3 de cœur.
Allez, Alors, une dame, un 10 ou un trèfle, c'est ça que tu allais dire? tout à fait. 628 000 au milieu, ça le relancera dans la partie. Oh, rien du tout, l'as, c'est pour Turaniak. C'est vraiment dommage. David Benjamin, l'un des joueurs français les plus appréciés, termine 12e de cet European Poker Tour de Londres. Salut Daniel, comment ça va? Good, how you doing? Ça va bien et Je toi? vais bien, merci. Bon, je voudrais qu'on résume un petit peu la situation. T'es Canadien, c'est un pays où il y a des grosses montagnes, de la neige, et tu viens skier ici. C'est quoi ton problème? Ah, c'est une question? Bon, alors ici c'est le paradis. On a un magnifique paysage, on s'amuse à faire du ski, mais le plus important, c'est le tournoi de poker. C'est un peu les vacances pour les joueurs de poker. D'habitude, c'est exclusivement du poker, mais ici, il y a d'autres choses à faire. L'endroit où se déroule le tournoi, c'est important pour toi? Je pense que c'est une occasion unique. Là, si tu te fais éliminer, ce n'est pas trop grave. Tu peux rester et passer un bon moment. Les gens se sont inscrits à ce tournoi parce qu'ils considèrent qu'ils sont en vacances. Tu as l'habitude de jouer les plus gros tournois au monde, celui-ci est beaucoup plus petit par rapport à ce que tu fais d'habitude. Quelle est ta motivation, quelle est la raison de ta venue ici? Comme je te l'ai dit, c'est une occasion unique et j'aime l'idée de faire du ski. Et puisqu'il s'agit d'un EPT, c'est forcément prestigieux, quelle que soit sa taille. Tu as beaucoup joué au billard, tu joues beaucoup au golf, maintenant le ski, j'ai l'impression que le sport joue un rôle important dans ta vie. Je n'ai pas skié depuis 20 ans. Lorsque j'avais 15 ans au Canada, tout le monde skiait. Mais cela fait si longtemps. Je suis un petit peu anxieux de m'y remettre, mais ça va aller. J'ai demandé à Barry Greenstein quel était ton niveau au poker. Il m'a dit, mais Daniel Negreanu, il joue plus au poker et il fait que du golf. Non, c'est pas vrai. Je joue au golf le jour et je joue au poker sur Internet la nuit. Alors, tu as un blog, tu postes beaucoup sur Facebook, tu as écrit des livres, tu joues au poker. Il y a combien d'heures dans une journée de Daniel Negreanu? Oh, j'aimerais ne pas devoir dormir la nuit. Et j'aimerais qu'il y ait 36 heures dans une journée parce qu'il y a tant de choses que j'aimerais faire. Mais je dois choisir. Lorsque je joue en tournoi, je ne pense qu'à ça. Quand j'ai du temps libre, je joue au golf et je travaille mon poker sur Internet. C'est parfois difficile de tout concilier, mais j'ai l'habitude et je pense que ma vie est plutôt équilibrée. Alors, si on résume ta carrière, il y a un nombre de victoires absolument hallucinant, mais en EPT, tu restes un petit peu en deçà de ce que tu donnes d'habitude. Quelle est la raison de ce manque de résultats en EPT? Je ne sais pas vraiment. Lors de la première saison de l'EPT, je n'étais pas préparé au décalage horaire. Et le premier jour, je ronflais à la table. J'ai eu quelques opportunités, mais je n'ai pas eu de chance. Mais cette saison, je compte me rattraper. Est-ce que tu projettes de jouer davantage de tournois EPT à l'avenir? Oui, j'ai regardé mon agenda et je compte participer à 5 ou 7 tournois. Londres et Barcelone sont des tournois que j'adore. Celui-ci est génial. Et bien sûr Monte-Carlo. Ce sont des tournois que je ne manquerai pas. John Duty nous a parlé d'un projet associant un tournoi de poker, mais cette fois sur un parcours de golf. Est-ce que c'est une idée qui te séduit? J'adore l'idée. J'aimerais que ça se fasse. Que ce soit au Portugal, en Espagne ou même en Floride, ce serait fantastique de pouvoir jouer au poker et au golf. Est-ce que tu as conscience d'être devenu le grand ambassadeur du poker mondial et est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Eh bien, quand j'ai commencé à jouer au poker, il y avait un grand vide. Il n'y avait aucune couverture médiatique, personne ne parlait du poker, et cela a changé et je suis fier d'y avoir contribué. Je n'ai pas gagné un centime en faisant cela. J'ai donné des conseils, j'ai écrit des articles et je n'étais pas payé. Je l'ai fait par amour du jeu. Et aujourd'hui, je suis très content que les choses aient changé. Le poker a une belle image et est reconnu comme un jeu intéressant. Tout le monde dit toujours que le meilleur joueur du monde, c'est Phil Ivey. Est-ce que des fois, t'en as pas marre? Est-ce que t'as pas envie de dire, moi aussi, je joue pas mal? Non, parce que Phil Ivey est un ami très proche. Il s'est tellement investi personnellement dans le poker et depuis tant d'années que ça l'a aidé à devenir le meilleur. Il ne fait pas tout ce que je fais en termes de promotion du jeu. Il se contente de jouer. Et j'ai le sentiment que si j'avais fait la même chose, je serais un meilleur joueur. Mais en même temps, ce n'est pas la vie dont je rêve. J'aime tout ce qui tourne autour du poker. Être ambassadeur du jeu, c'est beaucoup de travail et de temps. Mais Phil Ivey est incontestablement le meilleur. Merci beaucoup, Daniel.
Antoine. Ouais. Merci. Quant à nous, on enchaîne tout de suite sur les légendaires zapping de Poker Actu. River card is an 8. Con doubles up. I'm all in. Oh! I think I'm not satisfied with one card. I go all in also. Okay. There we go. So 2 cards to come. Here's the turn of 3. Tony G has a 1 in 9 chance of surviving this hand. Oh! Unbelievable. I played it like a set. I played it like a set. You got to lay him down against me. I played that hand like a set. What a joke. Anybody tell you I had a set? Even I thought I had a set. He thought I had a set. Yeah, baby. I did have a set. 2 kings, baby. What? They cannot fold hands, these guys. Come on, you got to drop hands. You got to fold hands, baby. I won the pot. I knew it was coming. I can always make a set. What do I have there? Look, I got to have a set. I got to have a set now. What a joke. This would be rather unfortunate, Lon. Is a... What do you guys have? Spaghetti and meatballs. All in. Would you guys like anything from the dessert menu? Check. Voilà, notre petite semaine au ski touche à sa fin. Et maintenant l'heure de se quitter. De toute façon, il n'y a plus rien à boire.